Ordonnance. C'est à l'unanimité des députés que l'aval est donné à l'exécutif. À la suite des débats, les élus favorables sont 110, 0 contre et 4 abstentions. Les domaines concernés par la nouvelle disposition sont la création, l'organisation et le contrôle des services publics et organismes, l'organisation de la production, les traités et accords internationaux. Quelques intervenants ont déploré que la loi des finances et les statuts des professions juridiques et judiciaires figurent parmi les domaines où le gouvernement pourrait édicter des règles. Il ne se passe un jour sans qu'un citoyen de ce pays se plaigne ou d'un avocat ou d'un notaire ou d'un huissier ou d'un commissaire-priseur indélicat qui fait des choses que son statut ne doit pas lui permettre de faire, mais par rapport auxquelles il n'y a même pas de règles de sanctions dans le statut lorsque vraiment le comportement est inadmissible. En un mois au département, je peux vous dire que j'ai au moins 300 réclamations des citoyens contre les professions juridiques et judiciaires, et c'est des indélicatesses franchement qui sont inacceptables. Dans ces articles 74 et 77, la Constitution malienne accorde la possibilité au gouvernement de demander l'autorisation de légiférer par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Le président de l'institution a informé les parlementaires de la publication du premier numéro de la revue de l'Assemblée nationale, un hémicycle qui vient également d'obtenir une fréquence radio. La Cour constitutionnelle a rendu ce matin son arrêt sur la validation des candidatures au titre des élections législatives du 24 novembre prochain. Sur les 427 listes déposées auprès de l'institution, 10 ont été rejetées. Retour sur les travaux qui étaient présidés par le président de la Cour constitutionnelle avec Alousseni Touré. Ça y est, les 9 sages de la Cour constitutionnelle ont rendu leur arrêt sur la validation des candidatures aux législatives du 24 novembre prochain. Sur les 427 listes déposées, seulement 10 ont été rejetées. Article 1er. Déclare irrecevables les requêtes de Moussa Traoré, de Drissa Koulibaly et de Almadan Ibrahima enregistrées sous les numéros 249, 295 et 298. Article 2. Déclare recevable en la forme la requête de Aminata Diallo, au fond la rejette comme mal fondée. Article 3. Déclare recevable les requêtes de la première vice-présidente du RPM et du président de l'ADP Maliba, enregistrés sous les numéros 287 et 289. Article 4. Déclare non valide les candidatures ci-dessus. Circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. Liste RTD, Oumou Bokoum, Mariam Traoré, Bourama Koulibaly. Circonscription électorale de la commune 4 du district de Bamako. Liste MCIC, Aminata Traoré, Sekou Fantamadi Diarra et Alassane Dougouré. Circonscription électorale de la commune 6 du district de Bamako. Liste PACP, Mahamadou Diallo, Kadiatou Doukouré, Yaya Koulibaly. Liste MCIC, Suleiman Diarra, Djenebou Diakité, Oumar Sidibé. Circonscription électorale de Yorosso, liste CDS, Baba Bouakar Keita, Koulumban Dambélé. Circonscription électorale de la commune 1 du district de Bamako. Liste indépendante, Khalifa Koulibaly, Salimata Nassoro. Circonscription électorale de Banamba, liste Asma, CFP, ADP Maliba, Aliou Sempara, Sekou Sila. Circonscription électorale de Tenenkou, liste RPM, Aboubakar Meyenta, Oulemata Tamboura. Circonscription électorale de Nyoro, liste ADP Maliba, Idrissa Koulibaly, Cheikh Siditara Diallo, Aliou Ndiaye. Liste Kouraï, Aboubakar Dabo, Abdoulaye Keita, Maniakale Diawara. Les motifs de ces rejets sont nombreux et variés. Ils concernent les listes déposées au nom de partis n'ayant pas une existence légale, les candidatures provenant des associations, le non-paiement des frais de participation, le défaut de signature de candidats ou encore le nombre de candidats supérieur au nombre de sièges mis en compétition. Il faut savoir que les intéressés disposent de 24 heures à partir de la présente proclamation
pour déférer des réclamations dirigées contre certaines candidatures. Et vous pourrez avoir plus d'informations en consultant le site de la Cour constitutionnelle dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran, www.cc.insti.ml. Et puis, toujours par rapport aux législatives, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance des organisations nationales et internationales que la date limite de dépôt des demandes d'accréditation pour l'observation des élections législatives de 2013 est fixée au mercredi 20 novembre 2013 à 15 h. Comme vous le savez, les travaux des États généraux de la décentralisation se sont achevés hier ici à Bamako. À ces assises nationales de 3 jours étaient présentes une délégation des réfugiés maliens en Mauritanie et en Burkina Faso. Nos compatriotes ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Ils s'engagent également à soutenir le processus de dialogue et de la réconciliation pour un retour définitif de la paix dans notre pays. Bourama Traoré. Parmi les 600 participants aux États généraux de la décentralisation, une forte délégation des réfugiés maliens en Mauritanie et au Burkina Faso. Ils répondent ainsi à l'invitation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour nos compatriotes, les assises nationales sur la décentralisation ont été celles de retrouvailles entre les fils d'un même pays autour d'une même préoccupation, le développement harmonieux du Mali. C'est avec émotion que nous nous sommes retrouvés avec nos amis et frères, nos parents, de toutes les régions de Caille jusqu'à Kidal. Les moments de ces retrouvailles ont été pathétiques. Parce qu'en réalité, nous avons tous vécu ensemble, nous sommes tous des frères, nous nous connaissons tous. Et ça ne fait que perpétuer les relations qui ont toujours existé entre nous, entre nos communautés, entre nos familles. Nous sommes venus ici à Bamako sur invitation spéciale du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous en sommes fiers et portons à votre connaissance que cet acte est un grand message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est en train de poser des actes pour le chantier de la reconstruction nationale, qui est un défi posé pour nous tous les Maliens et que nous devons, nous les Maliens, surmonter. Aux assises nationales sur la décentralisation, une évidence sur laquelle tout le monde semble s'accorder, celle de la nécessité d'aller vite à la réconciliation et à la paix pour recoudre le tissu social mis à mal par la double crise institutionnelle et sécuritaire. Il s'agit d'une paix véritable, d'une paix durable, d'une paix pour tous, quel que soit le groupe ethnique, la couleur, la religion et j'en passe. Notre modeste contribution à ces assises consiste à dire que le Mali ne se construira pas dans la chasse aux sorcières, les règlements de comptes politiques. Tous les Maliens sont égaux en droits et obligations. Nous avons été réconfortés, très réconfortés même, par l'accueil qui nous a été réservé et par les engagements que le président de la République a pris pour nous. Et nous lui avons dit que nous allons transmettre les messages, mais que nous sommes déjà prêts, parce que si nous avons quitté, c'est simplement à cause de l'insécurité. Et si cette insécurité est complètement enrayée, nous sommes prêts à revenir immédiatement, sans aucune autre condition. Pour les réfugiés maliens en Mauritanie et au Burkina Faso, il convient de tirer toutes les leçons de cette double crise afin de repartir sur de nouvelles bases. Cela est d'autant plus nécessaire, insistent nos compatriotes, pour éviter ce genre de situation. J'exhorte les Maliens à prendre conscience de l'état dans lequel les forces du mal ont conduit notre pays et comprendre que chacun de nous a l'obligation d'apporter sa thérapie, son sacrifice, avant de crier au secours de la communauté internationale.
Mon message, c'est de dire à tous les Maliens que nous sommes avec eux, que nous sommes pour le dialogue et la réconciliation, que nous soutenons le dialogue et la réconciliation, que nous sommes disponibles pour jouer un rôle actif dans ce dialogue et cette réconciliation. Nous sommes prêts à aller sur le terrain avec nos amis des autres communautés pour faire ce travail, la main dans la main. Les Maliens réfugiés en Mauritanie et au Burkina Faso réaffirment leur attachement à la laïcité et à l'unité territoriale du Mali. Et tout doit être mis en œuvre pour préserver l'indivisibilité de notre pays. Alors, quels sont les impacts des assises de la décentralisation, j'y arrive, sur le processus de réconciliation nationale et quel calendrier pour la mise en œuvre de ce processus? Ce sont là, entre autres questions, auxquelles répond le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord dans un entretien accordé à notre reporter Mohamed Touri. On l'écoute. Le processus de réconciliation nationale englobe plusieurs aspects. Le premier aspect consiste à élaborer un mécanisme institutionnel visant à renforcer les pouvoirs des collectivités décentralisées afin que celles-ci soient en mesure de mieux prendre en charge les intérêts et les aspirations des populations locales. Nous avons fait durant les États généraux de la décentralisation le bilan de près de 2 décennies de processus de décentralisation. On a identifié les insuffisances et on a également dégagé les pistes pour une meilleure appropriation du processus de décentralisation. Les conclusions des États généraux de la décentralisation seront versées au débat que nous allons organiser dans une dizaine de jours concernant les assises nationales du Nord. Il y aura également à l'ordre du jour des assises nationales sur le Nord le plan de développement accéléré des régions du Nord qui a été élaboré, qui est finalisé et que nous avons validé avec les partenaires techniques et financiers. Ce plan-là vise à corriger les insuffisances, les déficits de développement dans les 3 régions du Nord. Nous sommes en contact avec tous les groupes de manière informelle, parfois c'est formel, et le processus avance. Au niveau de la région du Kidal, il y a les chefferies traditionnelles qui ont adhéré au processus de discussion que nous avons entamé. Elles ont continué à organiser des rencontres intracommunautaires qui ont permis à leur niveau de forger un consensus pour un dialogue national avec les autorités et pour une sortie de crise négociée. À Ouagadougou, quand j'ai expliqué la démarche du gouvernement, j'ai senti au niveau de ceux auxquels je parlais un grand intérêt et même une envie. Ils étaient étonnés d'apprendre que ce que nous disions pouvait permettre d'aboutir à quelque chose qui pouvait entrer dans le cadre de leurs revendications. Nous allons inlassablement discuter avec toutes les parties prenantes pour les amener à adhérer au processus. D'ici le 8 novembre, nous aurons pratiquement bouclé la boucle de la préparation des discussions, des négociations. Le 8 novembre, nous serons prêts à discuter avec l'ensemble des parties prenantes sur la base des recommandations des États généraux de la décentralisation, sur la base du plan de développement accéléré des régions du Nord. Et suite aux États généraux de la décentralisation, nous avons reçu des contributions, déclarations et motions en guise de contribution des chefs de fraction aux États généraux de la décentralisation. Nous représentons des communautés et chefferies traditionnelles ci-dessous désignées après de fructueux débats sur les acquis et les défis de la décentralisation dans la région de Kidal, recommandant au Forum sur la décentralisation un transfert de ressources
financières aux collectivités territoriales, plus conséquent pour combler le retard de développement économique et social. Le transfert de tous les services techniques régionaux et subrégionaux au Conseil régional pour emploi. L'élaboration de contrats de plans de développement quinquennaux entre la région, l'État et les partenaires techniques et financiers. La création d'agences de développement régional pour la mise en œuvre des contrats de plan et l'assistance à maîtrise d'ouvrage au Conseil régional. L'attribution à titre permanent du tiers des sièges du Conseil régional aux chefferies traditionnelles. Signé à Kidal le 22 octobre, donc consigné pour tous les chefs de fraction, Mohamed Ag Intala, communauté Iforas, Shogib Ag Atayer, communauté Idnan, Ousmane Ag Ahmed, communauté Kel Taglit, Baba Ould Sidel Mokhtar, communauté Kunta, Atayer Ag Ingada, communauté Tagad Malet, Seyd Ag Hamzata, communauté Kel Telabit. En guise de déclaration, nous, représentants des communautés ci-dessous désignées, constituées en organisation civile ouverte à toute adhésion, déterminée à assurer la défense et la sauvegarde des intérêts politiques, économiques, sociaux et sociétaux de ses membres, déclarons notre volonté d'unir nos efforts et nos moyens pour œuvrer à l'instauration de la paix et de la cohésion sociale entre les différentes communautés de la région de Kidal. Affirmons notre détermination à jouer pleinement notre rôle séculaire d'acteurs sociaux responsables de la stabilité sociale dans l'adrar des Iforas. Décidons de régler à l'amiable tous nos litiges et d'instaurer le consensus comme mode de désignation de nos représentants. Signé à Kidal pour tous les chefs de fraction, Intala Ag Atayer, Amenokal de Ladak, Baba Ould Sidel Mokhtar, communauté Kunta, Mohamed Ag Intala, communauté Iforas, Shogib Ag Atayer, communauté Idnan, Ousmane Ag Ahmed, communauté Kel Taglit, Atayer Ag Ingida, communauté Tagat Malet, Seyd Ag Hamzata, communauté Kel Telabit. Et en guise à présent de motion de remerciement, nous, représentants des communautés ci-dessous désignées, saluons le processus de négociation entre le gouvernement du Mali et les mouvements armés de l'Azawad entamé depuis la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Nous exhortons les parties à trouver rapidement un accord de paix définitif et durable. Exprimons notre gratitude au président de la République et à son gouvernement pour les mesures prises dans le cadre du rétablissement de la confiance et de la volonté politique exprimée dans la recherche des solutions les meilleures pour sauvegarder l'unité nationale et sortir de la crise que le Mali traverse. Saluons l'accompagnement de la communauté sous-régionale, régionale et internationale dont nous bénéficions. Nous saluons tout particulièrement les actions quotidiennes de la France à travers l'opération Serval et celles des Nations Unies à travers la MINUSMA. Ensigné pour tous les chefs de fraction, Intala Ag Atayer, Amenokal de Ladak, Baba Ould Sidel Mokhtar, communauté Kunta, Mohamed Ag Intala, communauté Iforas, Shogib Ag Atayer, communauté Idnan, Ousmane Ag Ahmed, communauté Kel Taglit, Atayer Ag Ingida, communauté Tagat Malet, Seyd Ag Hamzata, communauté Kel Telabit. Voilà donc les contributions, déclarations et motions sur les états généraux de la décentralisation. Le camp Sundata de Kati, 3e région militaire, a un nouveau commandant de zone. Il s'agit du colonel Harouna Samaké qui remplace le colonel Soumaïla Prosper Traoré. La passation de témoins entre les deux hommes a eu lieu ce matin sous le regard du ministre de la Défense et des anciens combattants. Reportage Adama Koulibaly. La place d'armes de Kang Sundata de Kati a été occupée tôt ce matin par des représentants des troupes des corps d'armée sous le commandement des autorités militaires accompagnés par les autorités politiques administratives de Kati. Ils sont venus assister à la cérémonie de passation de commandement du camp de Kati, 3e région militaire, au colonel Harouna Samaké. Il remplace le colonel Soumaïla Prosper Traoré. La passation est dirigée ici par le chef d'état-major de l'armée de terre,
le colonel Ibrahim Fane. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a profité de la cérémonie pour sensibiliser les militaires sur les nouvelles mesures prises pour faire régner l'ordre et la discipline dans la caserne de Kati qui couvre Koulikoro et Nara en plus. Écoutez, c'est une passation qui parachève l'opération qui avait été engagée il y a quelques semaines, l'opération Sanière, et dont l'objectif était de ramener la situation de la garnison de Kati à une situation normale. Le choix d'être militaire, c'est un choix de vie. Et donc, qu'on revienne à la normale. Qu'on soit dans un cadre de contrainte strict, et conformément à la discipline militaire, conformément à l'éthique de l'armée, et d'être au service de la patrie, et d'être au service de la nation. Avant la passation de témoins entre le commandant rentrant et sortant, le ministre Soumeilou Beboué Maïga et les responsables encadreurs des forces armées ont procédé à la revue des troupes. À Gao, le commandant de l'opération Théâtre Maliba a rendu visite ce matin aux blessés de l'attentat terroriste d'hier à Tessalit. Ils sont au nombre de 7, dont des militaires tchadiens et un enfant de 12 ans, et ont été évacués par la force Serval dans leur structure hospitalière à Gao et pris en charge immédiatement. Au passage de la délégation, certains étaient encore au bloc opératoire. Écoutons le colonel-major Abdoulaye Koulibaly. Il est au micro de Driss Sakoni. Il s'agit d'abord de présenter au nom de toute la hiérarchie, le chef d'état-major général des armées, tous les chefs d'état-major, tous les militaires engagés dans l'opération Maliba, les condoléances pour les pertes que l'armée tchadienne, le peuple tchadien a subi hier à Tessalit. C'est une armée qui est venue au secours du peuple malien pendant les mois les plus difficiles et qui est en train de consacrer des sacrifices ultimes pour la défense de l'intégrité du territoire malien. Et pour les blessés, aussi bien ceux à Sévaré qu'à Gao ici, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Et c'est le lieu de saluer la franche collaboration, le soutien et l'accompagnement de l'équipe Serval qui a eu à évacuer hier soir de Tessalit sur Gao les blessés, civils aussi bien que militaires. C'est un appui qui est nécessaire, pour ne pas dire vital, parce que grâce à cet appui et à cet accompagnement, nous avons pu sauver des vies. Prompt rétablissement aux blessés. Ici à Bamako, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information était ce matin à l'ORTM. Il s'agissait pour Jean-Marie Sangaré de s'enquérir de l'état de fonctionnement de l'office et échanger avec le personnel sur les grands défis à relever. Abdul Karim Kaba a suivi cette visite, son reportage. L'ORTM est la dernière étape de la série de visites de prise de contact entamée par le nouveau ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information au lendemain de sa prise de fonction. Les services visités sont naturellement ceux relevant de son département. Ce jeudi, Jean-Marie Idrissa Sangaré s'est rendu à l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali et au centre émetteur de la télévision et de la radio à Pongé et à Kati, à partir d'où émet l'ORTM. En visitant ces installations, le ministre a eu droit à des explications sur leur fonctionnement. La dernière étape a été la maison de production à Bozola. Nous avons noté de façon générale que disons, les conditions de travail sont un peu difficiles. Mais au-delà de ça, l'espoir que nous avons à la suite de cette visite, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers en cours, des chantiers d'infrastructure, des chantiers d'équipement. Et également, nous avons un projet de la formation du personnel. Alors, après la mise en œuvre de ces différents chantiers, nous avons bon espoir que l'ambiance du travail sera un peu plus assainie et deuxièmement, les conditions d'opération seront plus satisfaisantes. Là aussi, le chef du département de la communication a visité les locaux et a eu un entretien franc avec les responsables de l'information. S'agissant de la bonne marche du service et l'atteinte des objectifs de changement prônés par le gouvernement, Jean-Marie Idrissa Sangaré n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est l'ORTM qui dispose, je l'ai dit tout tantôt, des professionnels des médias. Et le droit à l'information,
c'est un droit universel. L'ORTEM a certainement, je n'en doute pas, et je ne voudrais pas en douter, avec ses professionnels, un code éthique et de déontologie. Donc, que l'ORTEM fasse son travail. L'institutionnel que nous représentons ici ne s'inscrit pas dans la censure. Nous nous inscrivons dans le changement. Et le changement avec la qualité. Le directeur général de l'ORTM et son personnel ont accueilli favorablement ces conseils. L'accompagnement et le soutien ne feront pas défaut, a affirmé le ministre, pour que l'ORTM réponde à son slogan. Le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information accueille à partir de demain, vendredi 25 octobre, la réunion des ministres en charge des télécommunications des États membres de l'UEMOA. La cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'hôtel Radisson de Bamako à partir de 9h. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information compte sur la présence effective de tous les participants et rappelle que l'heure précise d'ouverture est fixée à 9h. La mise en place terminée à 8h30. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information compte sur la compréhension de tous. La ministre de l'Éducation nationale était elle aussi sur le terrain. Jacqueline Togola a visité certains établissements scolaires spécialisés du district de Bamako. L'objectif était de s'enquérir des conditions de travail du personnel de ces établissements. Elle en a profité pour faire des dons en produits alimentaires et en jouets. Moussa Fani. Cette visite du ministre de l'Éducation nationale a concerné les jardins d'enfants Kassé Keïta, l'Amaldem et l'école pour déficients auditifs de l'hippodrome. Ces structures spécialisées connaissent certaines difficultés comme le manque d'enseignants qualifiés, le non-approvisionnement des cantines en denrées alimentaires. Donc j'ai tenu à témoigner de toute l'attention du département sur ces structures, parce que qui ne sont pas, à mon sens, prises en compte comme cela devrait se faire. Et nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et vraiment de consacrer une bonne partie de notre énergie à ces écoles pour les enfants qui nous semblent un peu marginalisés. Dans le cadre du mois de la solidarité, Madame le ministre a remis des dons partout où elle est passée. Ces dons sont composés entre autres d'armoires, de produits alimentaires et de jouets. Que ce soit à la Maldem, que ce soit ici à Lamassour, il faut vraiment beaucoup de patience pour travailler avec ces enfants. Et je vois toute cette patience, tout ce dévouement de ces enseignants, qui prennent en charge ces enfants. Et je ne peux que les encourager vivement. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient assisté à la montée des couleurs au lycée technique. À travers cette activité, l'association des élèves et étudiants du Mali veut redonner à la montée des couleurs son importance d'antan dans toutes les écoles. Le ministre de l'Équipement et des Transports, général Abdoulaye Koumaré, a lancé ce matin à Faladje la 11e semaine nationale de la sécurité routière. Cette année, il s'agira d'attirer l'attention des chauffeurs et conducteurs routiers sur leur rôle et responsabilité dans la préservation des vies. Boubacar Sissoko. Cette 11e semaine nationale de la sécurité routière a pour objectif de mettre l'accent sur la sensibilisation pour un changement positif de comportement des usagers de la route. La semaine met au cœur de ces activités les chauffeurs et conducteurs routiers. Ceux-ci ont un rôle et des responsabilités dans la préservation des vies. C'est pourquoi l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, a prévu le renforcement des capacités des chauffeurs et conducteurs routiers lors de cette campagne. Je pense que les thèmes, ça nous concerne beaucoup. Maintenant, on lance un appel à tous les chauffeurs et conducteurs routiers du Mali de respecter les textes réglementaires, de respecter la code de la route, pour que non seulement tu vas te sauver de toi-même, tu vas sauver la vie des autres personnes. Alors, 550 chauffeurs bénéficieront d'une formation de mise à niveau sur les normes de conduite et le code de la route. Nous demandons aux populations et surtout aux exploitants des véhicules, c'est-à-dire les conducteurs routiers, de respecter aussi les règles de parking. Il faut mettre de l'ordre dans les manières de parking. Nous en appelons à l'intelligence et à la sagesse
de nos conducteurs. Par rapport à la gare routière, nous ambitionnons, dans le cadre du changement prôné par le président de la République, de faire une gare routière moderne digne de ce nom. Un autre axe majeur de cette semaine nationale de la sécurité routière, c'est la caravane de sensibilisation qui va sillonner le district de Bamako et les régions. Elle vise à porter le message à tous les usagers de la route afin que les accidents sur les routes diminuent considérablement. Et oui, soyons prudents sur les routes. Les travaux de la réunion du groupe régional Afrique francophone se sont ouverts ce jeudi à Bamako, venus du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. Les participants examinent entre autres questions sur les politiques et programmes de développement du transport. Nando Dambélé. Cette réunion du groupe régional de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route a pour objet de contribuer à l'amélioration des performances dans le secteur des transports. Notre groupe, après les rencontres de Cotonou, de Niamey et de Yaoundé, est aujourd'hui à sa 4e réunion. Son programme se décline en 3 enjeux qui sont: enjeu 1, politique nationale en matière d'accessibilité en zone rurale. Enjeu 2, gestion de l'entretien et des aménagements des routes rurales. Enjeu 3, encourager l'entretien durable des réseaux de routes rurales. Elle revêt une importance capitale pour notre pays en raison de sa situation à la fois de pays sahéliens et de pays enclavés. Vous comprendrez dès lors aisément l'importance toute particulière accordée au rôle du transport dans le développement économique et social de notre pays. Au cours des travaux, des thèmes comme les actions à mener pour les transports, le transport et subsistance dans les pays sans littoral et le financement durable des infrastructures et des services de transport ont été abordés. 3e session ordinaire de la mairie du district de Bamako. C'était ce matin. Il ressort que le budget 2014 s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA contre 22 l'année dernière. Et le conseil se tient à un moment où la mairie est toujours sans électricité. Alpha Maïga. La mairie du district de Bamako est plongée dans le noir depuis un certain temps. Nous allons parler du budget de l'exercice 2014 de la ville de Bamako. Nous sommes à 25 milliards 900 millions, près de 26 milliards pour l'exercice 2014. Conditions pour lesquelles nous nous trouvons dans le noir. L'État, c'est une continuité. C'est dans cette continuité que nous avons hérité de la gestion de l'ancien gouvernement du district de Bamako. Certaines factures que l'État aurait dû payer n'ont pas été faites, qui se retrouvent dans notre portefeuille aujourd'hui et auxquelles nous devons faire face. 1 milliard 600 millions que nous contestons. Un signe d'espoir, voilà l'esprit dans lequel se déroulent les travaux de la session. La gestion municipale n'est pas très aisée. C'est pour cette raison que l'État a organisé les États généraux de la décentralisation, de voir comment on peut améliorer davantage les capacités, renforcer les capacités des collectivités. Nous allons souhaiter la bienvenue à l'équipe prochaine qui pourra bénéficier de toutes les recommandations et conclusions des États généraux. La mairie du district de Bamako, c'est 27 conseillers communaux. Et revenons à l'Assemblée nationale pour vous parler de la revue trimestrielle de l'institution, une nouvelle parution JAMA. Donc, dans ce premier numéro, vous retrouverez certains discours du président de l'institution, le bilan de la session ordinaire d'avril 2013 et des audiences du président de l'Assemblée nationale par intérim en images. Voilà, JAMA, c'est le nom de la revue trimestrielle de l'Assemblée nationale du Mali. Le 29 octobre prochain, les autorités cubaines déposeront à l'Assemblée générale des Nations unies pour la 21e fois une résolution pour demander la levée du blocus économique des États-Unis contre Cuba. En prélude à cet événement, l'ambassadeur de Cuba au Mali a animé une conférence de presse sur les enjeux et les conséquences de ce blocus qui date de plusieurs décennies. On l'écoute au micro de Agali Ag Aguissa.
Cette conférence de presse a eu comme objectif de présenter à la presse malienne la résolution que Cuba va présenter le 29 octobre prochain au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour réclamer et demander la levée du blocus économique, financier et commercial des États-Unis contre Cuba. Ce blocus, depuis 53 ans, a été appliqué contre le peuple cubain. C'est un blocus qui a été même appelé au niveau de l'Assemblée générale comme un blocus génocide qui tente à tuer par la faim le peuple cubain pour détruire la révolution cubaine. Le monde aujourd'hui est en conscience que ça ne peut pas plus aller, que le monde doit réclamer et dire aux États-Unis, il faut commercer avec Cuba, il faut laisser le peuple cubain faire sa propre détermination dans le commerce, dans la vie politique. Parlons à présent énergie domestique et efficacité énergétique. C'est le thème du forum multi-acteurs dont les travaux ont démarré ce matin au CRES de Badalabougou. Pendant 2 jours, les participants vont aborder des questions liées à la problématique de la chaîne de production des foyers améliorés en milieu rural. Youssouf Diakité. L'objectif de ce forum national multi-acteurs est de créer un cadre de dialogue entre les acteurs permettant de mieux faire connaître les questions et options importantes liées au développement des filières foyers améliorés, cuiseurs solaires et fours, et de discuter de nouvelles actions pour la diffusion et l'utilisation massive de ces technologies comme stratégie d'efficacité énergétique pour la gestion de l'énergie domestique au Mali. 2 points sont principalement inscrits à l'ordre du jour de ce forum multi-acteurs. État des lieux et leçons apprises des initiatives passées en matière de diffusion des foyers améliorés. Les perspectives pour la diffusion et l'utilisation massive des équipements performants de cuisson. Cet engagement s'exprime par la mise en œuvre de programmes et projets en matière d'énergie solaire et de foyers améliorés et briquettes pour des besoins domestiques, mais également économiques. Les foyers permettent de diminuer la consommation de bois ou de charbon de bois par rapport aux foyers traditionnels, comme les 3 pierres. Les autorités maliennes accordent une attention particulière à la valorisation et à la vulgarisation des énergies domestiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'énergie domestique, les efforts du gouvernement sont axés sur la réduction de la contribution des combustibles ligneux dans la consommation énergétique globale du pays de 81% en 2004 à 60% en 2015. Faut-il le rappeler, environ 80% des besoins énergétiques des ménages maliens sont satisfaits par des ressources de la biomasse, bois de chauffe et charbon qui causent des problèmes de santé chez les populations rurales et une surexploitation qui est à la base de formes de dégradation de l'environnement comme la déforestation et les changements climatiques, interprétés ici par des artistes. Ils ont terminé la cérémonie par la visite de la Maison de l'énergie où sont exposées les différentes technologies. La Fondation Orange Mali vole au secours des personnes atteintes d'insuffisance rénale. La Fondation a remis à l'hôpital du Point G, entre autres, 10 générateurs de dialyse d'une valeur de 170 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital en présence du ministre de la Santé et de celui du Travail et des Affaires sociales et humanitaires. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. Par ce geste, la Fondation Orange Mali réaffirme sa volonté d'être aux côtés du gouvernement dans ses efforts d'améliorer les conditions de vie des malades. Pour le traitement de ces derniers, l'hôpital a reçu 10 générateurs de dialyse et une salle d'eau osmosée d'une capacité de 20 générateurs pour une valeur de 170 millions de francs CFA. Aujourd'hui, la Fondation Orange Mali est complètement heureuse de pouvoir essayer d'aider dans la mesure du possible, l'ensemble des malades qui souffrent de ce mal terrible qui est très difficile et que quand on fréquente ces malades, on sait que ce sont des moments durs et difficiles qui vivent au quotidien. Selon le ministre de la Santé, Ousmane Koné, la demande de dialyse augmente d'année en année. Cela s'explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels on note l'amélioration de la qualité du diagnostic. Et le ministre d'ajouter que cet accompagnement vient consolider les acquis.
Notre capacité de prise en charge passe de 21 générateurs à 31, ce qui permet d'augmenter substantiellement le nombre de séances de dialyse par jour au bonheur des malades. Votre appui au service d'hémodialyse à travers cette donation vient renforcer le dispositif de soins par l'augmentation de la capacité d'accueil et la prise en charge des malades. En plus des dons, la Fondation Orange Mali entend organiser une session de formation à l'intention des médecins du centre d'hémodialyse du CHU du Point G en vue d'une meilleure utilisation des appareils. Retour à l'actualité dans les régions nord du pays. Après avoir favorisé le retour des déplacés dans la région de Tombouctou, le gouvernement vient de mettre à leur disposition des kits composés de riz, de maïs et d'huile. À leur arrivée à Kabara, le Haut Commissariat aux réfugiés a saisi l'occasion pour les équiper de couvertures, de bâches et de moustiquaires. Reportage ORTM Tombouctou et Atandina. Après le transport, l'État vient de remettre un important lot de vivres aux déplacés de Tombouctou. Cette assistance humanitaire est composée de riz, maïs, huile et sel. L'opération qui vise à soulager la souffrance de ces revenants a été beaucoup appréciée par ces derniers. Le gouvernement a été à la hauteur. Prendre 2 bateaux pour les déplacer et venir les donner aussi des vivres pour s'installer. Franchement, je ne peux que dire au gouvernement que merci beaucoup. Je souhaiterais quand même qu'il y ait encore d'autres, parce que la manière dont nos frères sont présentés aujourd'hui, alors ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin d'aide. Et je lance en tout cas un appel pressant à tous les partenaires. Le commandant de zone, le colonel Keba Sangaré, a au nom du gouverneur remercié le HCR pour avoir accueilli ces déplacés avec des non-vivres. Un mot d'agriculture avec le bilan de la campagne 2012-2013 et les perspectives était à l'ordre du jour d'une assemblée générale qui a regroupé à Ségou l'ensemble des acteurs de la filière pommes de terre des régions du Mali. Les professionnels ont fait des propositions pour la promotion de la filière pommes de terre. Fousseni Samaki. Il s'agit au cours de cette assemblée qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière pommes de terre des régions de Ségou, Sigasso et Koulikoro en partenariat avec le programme de compétitivité et de diversification agricole PCDA de faire le bilan de la campagne écoulée et identifier les contraintes liées à sa production et commercialisation. Toutes choses qui devraient favoriser l'accroissement de la production pour la campagne 2013-2014. L'accompagnement du PCDA leur est assuré pour d'abord la structuration même des acteurs de la filière, mais aussi pour la promotion de la filière et le développement de la production. À l'avenir, le GIPT a l'ambition de s'étendre à l'ensemble du pays. Les responsables de Ségou apprécient cette initiative du groupement interprofessionnel des pommes de terre au Mali. Avec une production de plus de 93 000 tonnes, soit un taux de réalisation de 80% des prévisions de l'année dernière, couplé à un taux de commercialisation de 56% de la production brute, il est aisé de comprendre que les acteurs de la filière se sont appropriés les activités de cette dernière. C'est dire alors que cette filière contribue pour beaucoup à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le PCDA accompagne les producteurs dans les régions de Sikasso, Koulikoro et Ségou, où la pomme de terre occupe une place de choix dans l'économie et aussi dans la diversification des revenus des acteurs du monde paysan. L'arrivée du premier avion des pèlerins de la filière gouvernementale est prévue pour demain, vendredi 25 octobre, aux environs de 16h30. Lors de la pesée des bagages pour le retour, le représentant du ministère des Transports, Doudou Kanouté, s'est expliqué sur le délai d'attente après le pèlerinage et surtout le coût du billet d'avion de la filière gouvernementale jugé trop élevé. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux Niaza Koulibaly, Abdraman Keita et Brahima Touré.
En matière de transport aérien, nous sommes tous tenus au programme de vol notifié par la compagnie aérienne désignée pour le transport des pèlerins, la filière gouvernementale. Donc, conformément au programme initial, pour le retour, nous devons retenir que le premier vol des pèlerins de la filière gouvernementale doit quitter Jeddah le 25 octobre 2013 à 10h30 GMT, soit 13h30 heure locale ici en Arabie Saoudite. L'arrivée à Bamako est prévue pour les environs de 16h30 heure GMT. Notre souci, c'était de raccourcir les délais, mais malheureusement, à l'impossible n'est tenu, donc nous ne pouvons que nous plier aux exigences du transport aérien qui sont des exigences à respecter, qui sont de normes standards auxquelles on ne peut pas aller au-delà. Retour à Bamako pour parler du 7e art, Soba ou la grande famille. C'est le titre d'un long métrage dont le coup de clap officiel a été donné ce matin à Nyarela par le ministre de la Culture Bruno Maïga. Ce film de 120 minutes, réalisé par Souleymane Cissé, est une production des films Cissé. L'œuvre traite de la problématique du foncier dans notre pays à travers une histoire entre deux familles d'un vieux quartier de Bamako, où l'une s'est vue expulsée de sa maison paternelle. Modibo Soirée a assisté au premier coup de clap. Voici son compte rendu. Soba 1, prise 2. Soba ou la grande famille est une histoire de vieilles femmes qui ne comprennent pas ce que leur arrive quand la police encercle leurs concessions et les expulse manu militari. Les pauvres femmes décident alors de vivre devant la porte de leur domicile paternel sous une pluie battante et sans soutien. Cette œuvre se veut une autobiographie remontant des années 2000. En somme, une situation vécue par le réalisateur du film. Ce qui m'a inspiré d'abord mes sœurs qui sont là, qui sont les actrices de ce film. Je voulais d'ailleurs nominément appeler le film Komso, la grande sœur. Ensuite, on a réfléchi, on s'est dit non, ça peut concerner tout le monde. Le combat qu'elles ont mené, c'est un combat pour tout le monde, donc par conséquent, il vaut mieux donner un ensemble. C'est comme si tu dis Maliba. Dans le film, les expulsés résistent aux caprices de la nature et surtout des hommes pour défendre coûte que coûte ce qu'elles considèrent comme leur droit. L'affaire est portée devant les tribunaux afin que justice soit rendue. Les problèmes de foncier est très complexe. La grande famille, c'est l'entité. Donc, tout est lié. Toutes les familles sont liées. La problématique du foncier ainsi que la protection des biens immobiliers sont au cœur de ce film. Des sujets qui interpellent de façon récurrente les autorités chargées de leur gestion. Bref, ce film est un cri de cœur de l'auteur pour exprimer un souhait, celui de la transparence en matière de foncier. Soba, qui au dire de l'auteur, du réalisateur, pose l'acuité de la problématique du foncier au Mali, problème d'actualité qui est l'une des préoccupations majeures du gouvernement dans le sens d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure gestion du foncier. Soba, une production des films Cissé qui mobilise une centaine de comédiens et autres figurants, n'est pas moins une ambition pour les prochains rendez-vous cinématographiques. Voilà, vivement la projection de ce film. Save Children était à Sikasso où il a organisé un marathon pour les enfants et attiré ainsi l'attention des décideurs sur la mortalité infantile. C'était hier mercredi au stade Babemba Traoré de Sikasso, compte rendu Seko Konaté. En initiant le présent marathon dénommé Course pour la survie ou défi du marathon mondial, Save Children, en partenariat avec le gouvernement de la République du Mali, la Fédération malienne d'athlétisme, veut au-delà de l'aspect sport et dans le cadre de sa campagne Everyone ou tous et chacun, attirer l'attention des décideurs du monde entier sur la mort injustifiée et injustifiable de millions d'enfants dans le monde et principalement dans les pays en voie de développement. Nous souhaiterions qu'avec la même cadence, avec la même force que les enfants vont courir le marathon, nous souhaiterons que le pays tout entier accélère également les progrès vers la limitation de ces décès. Nous demandons la disponibilité
doter des services et du personnel de santé suffisant et équitable, repartis pour garantir les soins de santé pour tous. Nous demandons à prioriser le financement de la santé et de tenir les promesses de consacrer au moins 15% du budget national à la santé. Côté autorités administratives et politiques, l'heure est à l'action dans l'Union. Les enfants du Mali et d'ailleurs, votre appel est entendu. Chacun de nous doit jouer sa partition pour arrêter cette tragédie. Sur le terrain, une initiative que salue la Fédération malienne d'athlétisme. 2 équipes de jeunes de 11 à 13 ans lancent la course pour la survie. Un marathon simultané avec 67 pays. À l'issue de la course, Sabéné propulse le Mali au premier rang africain et 8e mondial avec un chrono de 2h53. Cette 3e édition a été l'occasion pour Save the Children de lancer son rapport international intitulé Vie en péril, programme pour en finir avec la mortalité évitable chez les enfants. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme de l'ORTM se poursuit tout à l'heure avec questions d'actualité. Le patrimoine culturel des gens du nord du Mali a été saccagé, pillé, brûlé pendant la crise. Pour sa réhabilitation et sa reconstruction, le Mali est soutenu par ses partenaires dont l'UNESCO a initié un plan d'action de mise en œuvre. Le lancement et le démarrage du dit plan étant prévu pour les prochains jours. Un spécial numéro de questions d'actualité a été réalisé par Mariam Sey, qui reçoit sur son plateau juste après ce journal le représentant résident de l'UNESCO au Mali et le directeur du patrimoine national, ainsi que le chef de la cellule technique. Voilà, à suivre les questions d'actualité après cette édition. Demain, pour les informations dans la mi-journée, retrouvez Mohamed Touré et le soir, Ibrahima Djambélé. Passez de bons moments sur l'ORTM.